Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, on fait la partie 2 des quartiers touristiques de Tokyo. 5 quartiers en plus aujourd'hui, on commence par Ikebukuro, c'est un quartier que je connais assez bien. Ikebukuro, qu'est-ce que c'est comme quartier? C'est un quartier qui est assez orienté pour les jeunes. Jeunes, plus jeunes que ce qu'on a vu l'autre fois à Shibuya et à Shinjuku, puisque c'est un quartier dans lequel il y a énormément d'écoles, énormément de lycées et de collèges. Donc c'est des activités qui vont plus être orientées vers les gens de entre 14 et 20 ans à peu près. C'est beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas beaucoup de bars, de boîtes de nuit, etc. Mais il y a beaucoup notamment de karaoké, de salles d'arcade et d'autres trucs dans ce genre là, des cafés chats, des cafés chiens, des cafés tout ce que vous voulez au Japon. En plus des écoles classiques, genre lycée, collège à Ikebukuro, on a également beaucoup de lycées pour étudiants étrangers. Donc comme moi par exemple qui vais dans un collège de langue ici pour apprendre le japonais. Il y a je crois 4 ou 5 écoles ici et ça va vraiment en fait dicter un peu l'ambiance du quartier parce que c'est un quartier du coup dans lequel il y a beaucoup de gens à peu près de mon âge. Anecdote un peu rigolo sur Ikebukuro, le symbole du quartier c'est la chouette, donc on en retrouve un peu partout, à gauche à droite, notamment juste ici à la sortie directement de la gare au niveau ouest, on peut retrouver des grosses haies taillées en forme de chouette. Regardez, juste à côté du café aux chouettes, il y a un petit temple sur lequel il écrit Ikefukuro. C'est un jeu de mots parce que Fukuro ça veut dire chouette, donc c'est un petit temple pour les chouettes. Si jamais vous passez à Ikebukuro un jour, je vous conseille vraiment d'aller manger là-bas, chez Mutekiya. C'est un excellent ramen, alors vous voyez, il y a un peu de la file, il y a toujours systématiquement de la file à ce ramen, alors en général ça va être entre 15 minutes et parfois 1 heure. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine d'attendre, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, si les Japonais font la file devant un restaurant, en général, ça veut dire qu'il est bon. Donc si vous voulez, allez-y. Le truc que j'aime beaucoup avec Ikebukuro, bon, en plus d'être le fait que c'est le quartier dans lequel je viens à l'école, donc ce que je connais un peu le mieux, c'est que c'est vraiment l'endroit dans lequel on trouve un peu tout. C'est-à-dire qu'on peut vraiment retrouver tout, des salles d'arcade, des hôtels, des centres commerciaux, des restaurants. Et le problème, évidemment, ça va être que ça fait tout un peu moins bien que le reste, mais c'est très satisfaisant si vous voulez, par exemple, avoir des compromis. Si vous avez des amis qui veulent faire des choses différentes, venir avec Ikebukuro, c'est excellent parce qu'on peut faire un peu de tout. Alors évidemment, les restaurants, par exemple étrangers, qu'il y a beaucoup ici quand même, vont être moins nombreux qu'à Ginza et peut-être moins bons qu'à Ginza. Les salles d'arcade vont peut-être être moins développées et moins grandes qu'à Akihabara. Les centres commerciaux vont être moins grands et moins développés qu'à Shibuya. Et les boîtes de nuit vont être évidemment moins nombreuses et moins peuplées que celles de Shinjuku. Mais si vous voulez faire un peu de tout et vous n'avez pas trop de temps, Ikebukuro c'est vraiment le quartier qui est incroyable pour ça. Petite chose que je vais te préciser, c'est que le quartier Ikebukuro est vraiment organisé autour de sa gare, une partie à l'est, une partie à l'ouest. Ce que vous voyez pour l'instant, c'est la partie est, la partie ouest, on ira juste après. Je suis actuellement dans le Sunshine City qui est, je crois, le plus grand, peut-être un des plus grands, en tout cas, centres commerciaux de Ikebukuro, qui se trouve sur, je crois que c'est 4 ou 5 étages. Et en plus de ça, au-dessus, il y a des étages avec des bureaux d'entreprise et compagnie. C'est notamment dans ce centre commercial qu'on va retrouver le Mugiwara Store, le Pokémon Store, ou encore le magasin Crayon Shinchan, ou encore, vous l'avez déjà vu sûrement dans les précédents vlogs, l'énorme pavé, on va dire ça comme ça, dans lequel on a des centaines et des centaines de machines à gachapon, avec de tout littéralement. Ça va des licences jusqu'aux boîtes de conserve. À l'heure qu'il est, les DLC de nouveaux jeux Pokémon sont sortis la semaine passée, et il y a déjà les figurines des nouveaux légendaires. Ils n'ont pas perdu de temps, hein, putain. Il y a également un étage qui est spécialement dédié à la bouffe, dans lequel il y a énormément de restaurants qui sont tous plus bons les uns que les autres, et avec beaucoup de restaurants notamment étrangers, pas uniquement des restaurants japonais. Si vous voulez manger italien, indien, ou si vous mangez même des sushis ou des ramen, il y a vraiment de quoi faire le bonheur de tout le monde ici. Voilà ce que sont devenus les dads marins après que Zimu soit passé. Ils ont tous fini dans le resto là-bas. Il y a également une scène qui est en plein milieu du centre commercial, sur lequel il y a de temps en temps des petits concerts ou des petits événements. Regardez, quand je vous parlais du fait que Ikebukuro c'est un quartier qui fait un peu tout mais moins bien que les autres, il y a notamment énormément de références manga et animés. Bon, moins qu'à Akihabara évidemment, mais il y en a quand même énormément. C'est un peu le second quartier de tout. C'est le second Shinjuku, le second Shibuya, le second Akihabara, le second tout ce que vous voulez. Il fait tout bien, mais rien parfaitement. Pour passer de l'autre côté de la gare, on emprunte le petit tunnel qui passe en dessous. Alors, on peut y aller qu'à pied, donc descendez de vos vélos. En vrai de vrai, à Ikebukuro, le côté est et le côté ouest sont pas super différents. Le côté ouest que vous voyez ici à l'écran, comme vous voyez, est un peu plus calme, il y a un peu moins de monde, un peu moins de circulation, et il y a un peu plus d'activités entre guillemets intellectuelles. Un théâtre plus traditionnel, des cafés un peu plus orientés vers la lecture, etc. Mais ça reste la même chose. Cet énorme bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est le Tokyo Metropolitan Theater. Il est immense et il est très stylé, une architecture très particulière. Mais en fait, c'est tout simplement une grande salle de spectacle dans laquelle on retrouve des pièces de théâtre, des représentations de comédie à gauche, à droite. Il y a parfois des diffusions de films et même des lives ou des concerts dedans. Donc voilà, si vous passez dans le coin, ça vaut toujours la peine de voir ce qu'il y a comme affiche. Je sais qu'il y a notamment parfois des représentations en live action de certains animés. Et juste de l'autre côté, vous avez le Global Ring qui, comme vous voyez pour l'instant, est en travaux. Je sais pas, ils sont en train d'installer une espèce de scène. Il va y avoir un événement apparemment qui va se dérouler ici à Ikebukuro dans pas très longtemps. C'est souvent un point assez névralgique d'Ikebukuro, dans lequel il se passe plein de choses, dans lequel il y a beaucoup d'événements. Et c'est juste de l'autre côté de la gare, vraiment quand vous sortez par la sortie est de la gare, vous tombez quasiment tout de suite dessus.
Ce grand bâtiment juste derrière moi, c'est la Jiyugakuen Nihonichikan. C'est une ancienne université, une ancienne école en Tokyo qui était réservée exclusivement aux filles, qui a ouvert dans les années 1920 et qui est actuellement fermée. Ça reste un très beau bâtiment qui est situé vraiment sur l'extérieur en fait d'Ikebukuro. On est un peu loin du centre. L'école est désormais accessible au public. On peut la visiter moyennant une petite somme, je crois, de 600 yens, un truc comme ça. Et le bâtiment est encore utilisé pour certaines cérémonies, notamment des cérémonies de mariage ou des lectures publiques de documents officiels. Très joli, il y a un beau petit jardin, il y a un petit shop comme on voit sur le petit panneau là-bas. Si vous voulez venir et juste faire le tour, c'est dans un petit quartier très sympathique en plus qui est très calme. Je pense que je ferai une vidéo dédiée carrément au quartier d'Ikebukuro un jour où je visiterai, où je passerai une journée là-bas pour faire plein d'activités, etc. Notamment 2-3 petits coins secrets dont je ne vais pas trop parler. Pour l'instant, direction le quartier suivant, je vais jusque Asakusa. Asakusa, c'est le quartier traditionnel de Tokyo. C'est le quartier dans lequel on va retrouver des vieux bâtiments, beaucoup d'artisans également, ce genre de choses. Vous voyez notamment ici, je suis dans une ancienne Shotengai, donc qui est une ancienne rue commerçante couverte. C'est la première fois que je reviens à Asakusa depuis mon premier voyage en 2018. Il y a beaucoup de choses que je redécouvre et que je ne savais pas, ou que je ne sais pas du tout par rapport à Asakusa et que je vais découvrir au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, c'est un quartier beaucoup plus traditionnel, donc il y a des beaux temples à voir. L'office du tourisme aussi de Tokyo qui se trouve ici, Asakusa, qui a un très beau point de vue sur son toit. C'est également un quartier dans lequel on voit beaucoup de gens et de touristes louer des kimonos. Typiquement, un truc que je ne savais pas il y a 5 ans que j'ai découvert seulement aujourd'hui, c'est que ceci derrière moi, c'est le Asakusa Hanayashiki. C'est pas l'attraction en fait qui est située en plein milieu de la ville de Tokyo, en plein milieu d'Asakusa. C'est pas très grand, il y a genre une quinzaine, vingtaine d'attractions à tout péter dedans. La fameuse expression en tradition et modernité, elle vient en grande partie d'Asakusa. C'est vraiment le quartier dans lequel on est plongé dans le cœur historique de Tokyo. On a l'impression de remonter à une époque lointaine. Et en même temps, on a des grands gratte-ciel et, comme vous l'avez vu, des parcs d'attractions et ce genre de choses juste autour de nous. C'est souvent un des premiers quartiers qu'on visite quand on arrive à Tokyo parce que c'est un qui choque le plus les touristes. Mais c'est aussi un des quartiers malheureusement où il y a le plus d'attrapes touristes. Le point le plus important du quartier, c'est ce que vous voyez pour l'instant à l'écran, le Sensoji. C'est un énorme temple, si je dis pas de conneries, le plus ancien de Tokyo, qui est relié à la Kaminarimon, qui est la temple de l'entrée du temple en quelque sorte, par la Namikase Dori, qui est une énorme rue commerçante dans laquelle on retrouve plein de magasins traditionnels qui peuvent vendre soit des réelles choses plus traditionnelles, soit justement des contrefaçons pour les touristes. La Namikase Dori qui rejoint donc Kaminarimon, donc la porte du tonnerre, au temple Sensoji. C'est une des grandes rues commerciales qui va rejoindre en fait les deux points principaux. Donc c'est un endroit extrêmement touristique, voire l'endroit le plus touristique de Tokyo. Et je sais pas si on le voit, mais je suis fin septembre, vraiment fin septembre, on est le 25 ou le 26 je crois. Et c'est bondé sa race. C'est vraiment l'endroit le plus touristique de Tokyo. Ça reste un incontournable de Tokyo, c'est super joli et super beau à voir, c'est très dépaysant pour le coup. Dans mes souvenirs, il n'y a pas autant de monde que ça quoi. De l'autre côté, juste en face de la Kaminarimon, on retrouve l'office du tourisme de Tokyo qui offre une superbe vue sur l'entièreté de la rue et sur le Sensoji depuis le 8e étage. Voilà, c'est beaucoup moins connu, mais ici je suis au 8e étage du coup de l'office du tourisme d'Asakusa. On a une vue sur toute la Namikase Dori, sur le Sensoji et sur la plupart du quartier d'Asakusa en fait. De l'autre côté, on a la Skytree qui est l'énorme tour là, qui est la tour la plus haute de Tokyo. Et à côté, l'espèce de grand building jaune bizarre avec de la mousse au-dessus, c'est en fait la fondation Asahi. Donc c'est la marque de bière la plus connue du Japon. Et ils ont leur siège principal qui est en forme justement d'une énorme coupe de bière. Vous voyez, il y a un espèce de truc doré là qui dépasse. C'est la crotte d'Asakusa. Mais on va traverser le pont là en dessous et je vais aller vous montrer tout ça. Derrière moi, du coup, les deux bâtiments qu'on voyait depuis l'observatoire. Le premier, c'est le siège social de la compagnie Asahi, donc qui est un des plus grands producteurs de bière du Japon. Le but du créateur en designant ce bâtiment, c'était qu'on se souvienne de lui et qu'on puisse identifier tout de suite la marque de sa compagnie. Donc l'architecte qui a designé ça a vraiment fait un coup de maître et c'est trop stylé en fait. Le truc à côté, à la base, c'était une œuvre qui avait été designée par un artiste japonais. Et vous voyez bien à quoi ça ressemble en fait. C'est juste une espèce de truc doré sur un socle. Et depuis, les Japonais l'appellent la crotte dorée. Voilà. Et même la ville de Tokyo l'a reconnue officiellement non plus comme une flamme, mais comme un caca. En dehors de ça, vous voyez qu'il y avait ici la petite pointe qui dépasse, qui est la Tokyo Skytree. Je vais aller jusqu'au pied de là-bas et je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, officiellement, cette structure représente normalement une flamme qui est censée accompagner la victoire de Asahi par rapport aux autres marques du Japon. Mais bon, avouez quand même que quand on voit ce joli petit bout pointu là-bas, ça fait clairement penser à une crotte. D'ailleurs, tous les Japonais vous le diront, ceci est une crotte, ce n'est pas une flamme. Les deux parties d'Asakusa sont séparées cette fois-ci par un pont et un cours d'eau. Sur ce pont et ce cours d'eau, on trouve notamment le bateau, vous voyez juste là à l'écran, qui est en fait une navette qui permet de rejoindre le quartier d'Asakusa au quartier d'Odaiba. Alors autant sur la première rive, là où il y a le Sensoji et le reste, il y a énormément de monde, autant sur la seconde rive, il y avait personne. C'est un quartier qui est beaucoup moins connu, où en fait il y a moins de choses à voir en dehors de la Skytree justement, et donc il y a assez peu de gens qui s'y aventurent. Pourtant, je trouve que c'est quand même un très beau quartier, il y a pas mal de petits fleuves, il y a des fleurs à gauche à droite, c'est bien décoré, c'est assez fleuri par rapport au reste de la capitale, donc ça vaut la peine tant que vous êtes à Asakusa d'y aller. Évidemment, je vais pas monter dedans parce que ça coûte la peau du cul de monter dedans. Il y a un super point de vue sur toute la ville tout au-dessus.
à, je crois que c'est 250 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. Et en plus, je crois qu'il faut réserver ses tickets à l'avance dans tous les cas. Donc c'est un peu mort. Faire le tour du quartier, ne serait-ce que ça, c'est vraiment super sympa. Bon, pas derrière moi, mais il y a une petite rivière là, avec des petites fontaines qui se déversent dans l'eau. C'est super joli, c'est super calme. Il y a une petite musique toute douce là qui passe dans le centre commercial qui est juste là-bas derrière. C'est extrêmement agréable. On a quand même le droit de rentrer en dessous de la Skytree et de voir l'accueil. Il y a une jolie galerie, c'est pas mal à y voir. En résumé, vous aurez compris, Asakusa c'est vraiment un quartier pour contempler les choses, dans lequel il y a beaucoup de choses jolies à voir. Ça reste très touristique malgré tout, mais c'est vraiment un incontournable de la capitale, ne serait-ce que pour son ambiance. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir le strict opposé, c'est-à-dire un quartier extrêmement animé, et même mieux, je dirais le quartier des animés. Je parle bien évidemment d'Akihabara avec son énorme culture pop, sa pléthore de magasins, de figurines ou de hobbies. Allez en route. Je vais me rendre compte que je vais pas pour mon micro, donc j'espère qu'on m'entend bien. Akihabara, du coup, le quartier des plaisirs et de l'électronique, en fait, c'est le quartier des hobbies. Donc il y a énormément de monde et vous allez voir énormément de choses à découvrir. Akihabara, c'est donc le quartier des hobbies, c'est là qu'on va retrouver la plupart des magasins qui vendent des figurines, des produits dérivés, que ce soit d'animés ou de films, mais également tout ce qui est maid café ou salle d'arcade. Dans le quartier qui coûte assez cher et où on va claquer assez de thunes quand on est en tant que touriste parce qu'on a envie de ramener des souvenirs. Peu l'autre aspect cliché du Japon, celui du manga, des animés, de la pop culture, c'est vraiment là-bas qu'on le retrouve où il est à tous les coins de rue. Vous voyez sur les panneaux géants, dans les magasins, etc. Mais ça ne s'arrête pas à là puisque ça va vraiment combler les hobbies en général, et y compris certaines choses un peu plus bizarres. Pour la rue principale, je sais pas si vous le voyez là-bas sur le côté derrière moi, il y a énormément de meufs qui sont animées comme ça sur les bords et qui distribuent des prospectus. C'est pour tout ce qui est maid café, girls bar, etc. En général, c'est très cher. Et on n'a pas le droit de filmer, etc. Mais c'est une expérience qui est assez rigolote à faire, on va juste le faire une fois. C'est assez cringe, faut quand même supporter le cringe pour y aller. Mais en vrai, si vous venez juste en tant que touriste une fois, allez-y, c'est rigolo, je suis allé une fois. Je pense pas que j'y retournerai, mais c'est une expérience à faire, c'est sympa. Ici c'est la rue principale, alors c'est joli, hein, c'est plein de couleurs, ça brille tout partout. Mais n'achetez rien ici. Vraiment les prix sont gonflés à mourir, c'est 2 à 3 fois plus cher que dans n'importe quel quartier normal, même que dans n'importe quelle boutique que vous trouvez un peu en dehors du quartier. Mais la rue principale c'est vraiment exagéré. Déjà que les prix à Akihabara sont pas peu chers, alors la rue principale c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a plein de gens, il y a vraiment un monde de malades, il y a des boutiques de figurines partout, il y a des lumières et des musiques d'anime qui passent dehors, etc. C'est trop agréable et trop cool pour les fans de tout ça, mais ils sont là pour vous avoir. Vraiment en fait, c'est impressionnant. Autre chose, tous les panneaux comme ça que vous voyez avec Tax Free Shop là, c'est vraiment des boutiques touristes classiques comme les boutiques touristes qu'il y a à Paris, etc. C'est vraiment un truc fait pour les touristes pour vous arnaquer, rentrez même pas dedans, parce que si vous rentrez dedans, vous allez juste voir des choses que vous avez envie d'acheter parce qu'ils savent très bien ce que vous voulez, et après vous payerez ça 10 fois plus cher. À la toute base, Akihabara c'était simplement le quartier de l'électronique, c'est-à-dire là où on vendait des processeurs, des pièces détachées pour ordinateurs, pour voitures, des câbles, etc. Mais ça s'est élargi aux hobbies, et les hobbies au Japon, ça englobe également le porno. Une chose extrêmement marrante à faire ici à Akihabara, c'est d'aller visiter le magasin qui est juste derrière moi. En fait, c'est un sex shop. C'est d'ailleurs le plus grand sex shop apparemment du monde, en tout cas du Japon, c'est sûr et certain. On est rentré avec Simou et Sébastien évidemment. J'ai pas pu filmer à l'intérieur pour des raisons évidentes, je pense, mais aller dedans, vraiment, c'est vraiment fou au départ. En plus, à ce qui paraît, les prix sont assez compétitifs. J'avoue que je m'y connais pas du tout, mais ça reste un truc qui est très rigolo à faire. Et je pense que c'est juste des grands bars, vous voyez tout ce qu'il y a dedans et toutes les absurdités qu'il peut y avoir. Un sensible, ça tenir, il y a quand même des trucs parfois un peu limite. Si vous avez le cœur bien accroché ou juste ça vous fait rire, c'est une histoire, allez-y. Sinon, passez votre chemin. On l'invite tant. Un autre truc qui est absolument à faire à Akihabara, en dehors de visiter et de voir les beaux panneaux de tous les jeux vidéo, etc., c'est d'aller dans un centre d'arcade. C'est notamment là-bas qu'on retrouve le fameux UFO Capture, les pinces pour attraper des figurines, les pelliculas et tout ce qui est les jeux Mario Kart, etc. que vous voyez sur internet. C'est possible de gagner, mais bon, comme tous les trucs de forain chez nous, ça reste une grosse arnaque et en général c'est pas fait pour que vous gagnez. Si vous allez acheter ça en magasin d'occasion, vous aurez souvent ça moins cher que l'argent que vous mettrez dans la machine. Maintenant les jeux restent des jeux et donc ça vaut la peine de mettre 2 sur 1 pour faire un Mario Kart ou un Taiko no Tatsujin. Je suis dans le Akiba Zone de Akihabara qui est un des plus grands magasins de figurines d'occasion de Akihabara. De tout et de n'importe quoi. Lors des étages, des figurines, puis après des trucs d'idoles, des modèles de train, des cartes, puis des pop-up stores et il y a même un maid café à l'étage, un youtubeur café. Et comme partout, et alors il y a moins de 18. Bon après dans un truc d'occasion, je vois pas trop besoin d'acheter des livres moins de 18 de trucs d'occasion. Dans ce genre de superface d'occasion, on retrouve beaucoup des box comme ça qui vont être loués à des particuliers qui vont vouloir vendre leurs figurines. Alors parfois certains mettent des prix exorbitants, c'est pas parce qu'ils veulent les vendre, c'est juste parce qu'ils veulent exposer leurs figurines, parce qu'ils ont peu de place chez eux. Et on retrouve vraiment des box de tout et n'importe quoi. Donc je suis là, c'est pas vraiment Akihabara, mais il y a un truc que je vais vous montrer quand même. Je suis à Otsunomizu, c'est le quartier de la musique, alors c'est juste à côté d'Akihabara. C'est un tout petit quartier, donc je ne considère pas que ça comme un quartier à part entière et comme un quartier touristique. Mais si vous êtes à Akihabara, venez, vous voyez, il y a
des magasins de musique comme ça, il y en a mais à la pelle. C'est vraiment le quartier de la musique, c'est là qu'on retrouve le plus de studios et le plus de magasins de musique au kilomètre carré. Il y a vraiment des instruments de tout et de n'importe quoi, neuf ou d'occasion, vous trouverez tout ce que vous voulez. C'est là-bas que j'ai acheté mon ampli il y a quelques semaines, la vidéo est là-bas si vous l'avez pas vu. Vraiment, ce que je préfère ici, c'est juste tu te promènes, tu passes devant le magasin et t'entends les gens qui testent les instruments intérieurs. En fait, à l'intérieur, c'est trop cool. D'abord, tu es en train de taper un solo de fou furieux là-bas. Vous êtes à la caméra, venez juste pour le plaisir des yeux. Et si vous aimez la musique, passez une journée ici, vous allez rentrer dans tout le magasin et voir tous les instruments et voir tout aussi, et c'est incroyable. Ouais, bah, c'est pas tout ça, mais il va commencer à pleuvoir, donc je rentre chez moi et je vais visiter le dernier quartier. Odaiba, c'est l'île artificielle de Tokyo qui a été construite il y a quelques années, une trentaine d'années je crois maintenant, qui abrite énormément de centres commerciaux et de centres de loisirs. Également, il y a le Rainbow Bridge, c'est un très joli pont qui s'allume la nuit et qui parfois s'illumine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, la dernière fois qu'on est venu avec Zimo et Sébastien, elle est allumée en bleu. Et à Odaiba justement, il y a des plages qui sont un peu éparpillés à gauche et à droite et sur lesquels on peut se baigner en été. Il y a aussi beaucoup d'hôtels et aussi quelques bâtiments administratifs en quelque sorte, notamment juste derrière moi. Ici le gros bâtiment là-bas, alors il y a une boule normalement qui est cachée juste derrière les arbres, ce sont les bureaux de la Fuji Television. C'est là-bas que sont gérés la plupart des programmes qui sortent au Japon. Et également on a une petite reproduction de la Statue de la Liberté. Un truc qui est assez peu connu, c'est qu'au sein de la Fuji Television, il y a un magasin One Piece, un magasin Dragon Ball et un magasin de tous les animés en général qui sont diffusés sur la Fuji Television. L'ambiance est incroyable, mais assez peu de gens viennent parce qu'en fait c'est caché. Il faut monter au 7e étage d'un bâtiment que tu vois à peine, dans lequel tu te dis qu'il n'y a rien d'autre. Autre chose qu'il y a ici à la Fuji Television, en fait vous voyez l'espèce de boule que je vous montre tout à l'heure sur les photos, vous pouvez y accéder et c'est un point d'observation. Alors ça coûte assez cher, de nouveau, tous les points d'observation à Tokyo malheureusement sont payants. Donc on paye les gratuitement, mais vous si payez un ticket, vous pouvez aller jusqu'au 25e étage et vous avez une vue sur l'entièreté d'Odaiba. Devant le Diver Tokyo City, c'est un des plus grands et un des plus connus des centres commerciaux de Odaiba. C'est ici que vous retrouvez notamment Unicorn Gundam et son énorme statue qui fait, je crois, 12 ou 15 mètres, un truc comme ça. Dans ce centre commercial là, il y a énormément de choses, énormément de magasins. Il y a un énorme food court aussi en bas, il y a plein de trucs à bouffer. Ça sent trop bon à chaque fois qu'on passe dedans. Et au 7e étage du côté ouest, on a le Gundam Base. C'est un énorme magasin qui vend des gunpla et qui a également en exposition énormément de gunpla déjà montés par d'autres artistes. Alors il y en a qui sont customisés, donc on ne verra que ici parce que c'est fait par des experts. L'avantage d'une artificielle comme Odaiba, c'est que c'est très grand. Vu qu'ils ont tout construit par après, ils ont pu faire vraiment des grands espaces. Vous voyez, tout est grand. Les bâtiments sont grands, les magasins sont grands, les allées sont grandes, les rues sont grandes. Donc c'est super agréable de se promener dedans. On n'a vraiment pas l'impression d'être écrasé comme on a l'habitude à Tokyo. En effet, Odaiba, c'est une architecture qui est vraiment très différente du reste de Tokyo. Vous voyez aux images, il y a des énormes parcs, des très grands bâtiments. C'est notamment dû à l'histoire du quartier et aussi à la façon dont il a été construit. C'est notamment pour ça que les Tokyoïtes adorent ce quartier, parce que vraiment ça change d'habitude. Ça permet de sortir de Tokyo, alors qu'en fait on est toujours dedans. Les bâtiments aussi ont une architecture très bizarre et ont été construits de façon très artistique, parce qu'on avait la place pour le faire. En plus de Diver City, on trouve également le Dex qui est un autre énorme centre commercial dans lequel on retrouve entre autres le Joypolis, qui est un parc d'attraction orienté vers la 3D et la VR développé par Sega, mais également une allée qui reproduit l'ère Showa. Quand on pense à l'ère Showa, on pense notamment aux quelques années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale au Japon, dans lequel on retrouvait ce Japon plus traditionnel. On retrouve également le musée du takoyaki, qui est en fait un simple alignement de stands de takoyaki. Si vous voulez découvrir un peu le Japon d'il y a 50 ans, je vous conseille vraiment de vous balader dans cette allée. Même s'il reste beaucoup de choses à y faire, je trouve qu'Odaiba c'est un quartier qui a malheureusement pas mal souffert du Covid. Pas mal de choses qui ont fermé, on pense notamment au Edo Onsen Monogatari, qui était l'ancien et énorme onsen qui avait dans le centre de Tokyo et quasiment un des seuls, qui était plus qu'un onsen en fait, qui était carrément par l'attraction, donc il y avait vraiment une espèce de Japon un peu féodal qui était retrouvé à l'intérieur. Et également le Venus Plaza, qui était un ancien centre commercial qui reprenait des codes un peu européens, censé représenter Venise à l'intérieur. C'était vraiment super beau, c'était vraiment bien fait, on a vraiment l'illusion d'y être, c'était incroyable. Malheureusement il a fermé parce que manque de touristes et donc manque de moyens. Malgré tout il reste énormément de choses, de magasins etc. ouverts à Odaiba, donc ça vaut toujours la peine de venir. Même si depuis tantôt je parle que des attractions à faire à l'intérieur et les magasins, Odaiba c'est très joli de l'extérieur, il y a beaucoup d'endroits où se balader, enfin des promenades vraiment très tranquilles. Malheureusement il fait pas beau aujourd'hui, j'ai vraiment choisi le seul jour de la semaine, voire du mois d'octobre carrément où il pleut. Et en plus de ça, on est mercredi en pleine semaine, donc il n'y a personne. L'Odaiba, c'est un endroit qui est assez prisé par les Japonais. Le week-end, c'est souvent vraiment plein et c'est parfois même dur de voyager dans ces méga allées. Alors que honnêtement, il y a de quoi mettre ça à Kordzimu quoi. C'est tout pour Odaiba, il ne reste plus qu'un dernier quartier et je dois justement y aller maintenant parce que c'est là-bas que je travaille. On va à Harajuku. Ici c'est la Takeshita-dori, la plus grande rue, la plus connue de tout Harajuku. C'est vraiment un quartier qui est spécifiquement dédié à la mode et à la mode alternative entre guillemets. C'est là où vous avez tous les vêtements un peu gothiques, un peu rock, un peu punk, un peu kawaii aussi. Un truc que je vous conseille vraiment de faire si vous venez ici, c'est de ne pas hésiter à ne pas rester que dans la rue principale et vraiment à faire des petites allées à gauche à droite. Il y a d'autres boutiques vraiment un peu sympas. Regardez justement juste ici derrière. Je suis un peu hors de la rue principale, la rue principale est juste parallèle à celle-ci.
Et en général, les prix sont quand même un peu moins chers. Oui, c'est très court, mais à Tokyo, dès que tu fais 2 rues en parallèle, les prix descendent de 15-20% juste parce que tu passes dans la rue principale, donc les loyers sont moins chers et donc les prix sont moins chers. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Harajuku c'est un quartier qui est tout petit. Ça se concentre vraiment autour de la Takeshita-dori, qui est la rue centrale et principale de Harajuku, et qui en fait se traverse en 1 heure, 1 heure et demie gros maximum, même si vous prenez votre temps pour faire les magasins. C'est dans cette rue qu'on retrouve tous les magasins alternatifs, rock, punk, etc. Les fameuses crêpes très connues à Harajuku, et certains cafés orientés vers les chats et les chiens. Dehors de cette rue là, il y a quand même 2-3 centres commerciaux qui sont un peu sympas et qui offrent notamment des belles vues depuis les derniers étages, mais c'est pas faramineux non plus. Quelques magasins sympas, notamment on passe au Kiddyland ou alors au magasin un peu de luxe de marque. Il y a également le magasin Fender qui se trouve là-bas, que j'aime beaucoup, et vous avez compris pourquoi. La vraie valeur ajoutée d'Harajuku, c'est son parc qui se trouve en fait à Yoyogi. C'est juste à côté, donc en réalité on considère ça comme appartenant à Harajuku. Le Yoyogi Kohen, avec le Meiji Jingu, le grand temple qui se trouve en son centre, c'est extrêmement calme. Une chose auquel on essaye de faire attention par contre quand on marche dans un temple, etc., c'est comme vous le voyez, je marche bien sur le côté. Et les gens là-bas font pareil, personne ne marche au centre. Le chemin qui est au centre, c'est le chemin que vous avez au kami, donc au dieu japonais. Donc on n'emprunte pas le chemin des dieux en tant que simple mortel. Après, évidemment, si c'est bondé les week-ends ou les jours de grande fête, vous avez le droit de marcher au milieu, personne ne vous dira rien. Et au centre, voici donc le Meiji Jingu. Notamment ici, vous voyez à gauche, à droite, notamment ces petites plaques en bois. Vous voyez par ici qu'il y a des cordelettes, des cloches, etc. Alors tout ça, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. J'essaierai de faire une vidéo un jour sur le shintoïsme pour vous expliquer un peu comment marche la religion au Japon et quelle place ça a pour les Japonais dans leur vie de tous les jours. Voilà, c'était donc Harajuku, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup, donc je me suis abrité quelque part. À mon avis, semaine prochaine, vidéo plus simple, anecdote, simplement je raconterai un peu quelques histoires qui me sont arrivées ici depuis que je suis arrivé. Vous verrez des choses un peu rigolotes, notamment des histoires d'insectes et compagnie. Et je vous en dis pas plus, à la semaine prochaine. Au revoir.